Donc les gens, ils étaient à 10 000, 20 000, 30 000 dans la rue. Et à la fin, une fois qu'ils ont voté le dégel du corps électoral à Paris, le soir, c'est ça. feu, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'un point de vue stratégique, je trouve, même si je cautionne pas, mais quand tu regardes et que tu prends du recul, les gens ont mobilisé les gens toute la grande terre, ils les ont fait descendre. Et donc forcément, à un moment donné, les gens, ils étaient en nombre. Donc là, tu te retrouves avec 10 000, 15 000, 20 000 émeutiers. Les forces de l'ordre, ils ont été saturés. Complètement, ça, oui. Vous avez organisé le ravitaillement de toutes les zones qui étaient, à cause des barrages, qui étaient impossibles d'accès. C'est ça. En fait, en gros, comme on n'avait pas accès à l'information, donc je regardais sur les réseaux ce qui se passait, et on avait pas mal de messages de personnes en détresse qui n'avaient pas anticipé, donc ils n'avaient plus rien à manger à la maison. Donc du coup, je me suis dit, faut que j'appelle quelqu'un pour voir comment on peut s'organiser. Donc j'ai un ami que j'ai appelé à la Province Sud, qui m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci, si tu as de la logistique, des camions et des bras, moi je m'occupe du reste. Donc d'abord, la priorité pour moi, c'était de mettre ma famille en sécurité, parce que j'habite dans un quartier qui était un des derniers quartiers à être libéré à Nouméa, qui est à Rivière-Salée, qui est juste derrière. Ah oui, d'accord. Et donc une fois que j'ai mis ma famille en sécurité, après on a pu commencer à mettre en place cette organisation. Et alors en fait, parce que le problème, c'est que les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux à cause des barrages. Oui. Mais comment vous pouviez passer les barrages avec les camions? Alors en fait, au début, on ne savait pas. Parce qu'on s'est dit, on y va, on ne savait pas où étaient les barrages et tout. Et en fait, c'est en les traversant. On a vu des gens qui étaient, certains bourrés, d'autres qui étaient complètement cagoulés. Des gens dont les yeux étaient livides, en fait. Et on s'est dit, pour pouvoir passer, en fait, il faut juste discuter avec ces gens. Mais c'est le moment, en fait, où tu descends de la voiture pour aller discuter, où tu ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, une fois que tu as compris ça, c'est comme ça qu'on a pu franchir les différents barrages. Par contre, on a eu... Et sur les barrages, c'était des gens qui étaient très idéologisés, ou très pris en main par les indépendantistes, ou un peu opportunistes. Je pense qu'ils avaient été déjà bien embrassés 2-3 mois avant avec toutes les manifestations qu'il y a eu. On a bien entendu à bas la justice coloniale, à bas les blancs. Et je me souviens d'une anecdote, c'est le premier jour de livraison. Donc moi j'ai choisi l'équipe, mais des gens bénévoles. J'ai pas regardé en fonction de la couleur de la peau. Ouais. Et le premier barrage qu'on passe, c'était un blanc qui était là et s'est fait recaler direct. C'était un blanc qui était au volant, quoi. C'était un blanc qui était au volant. Et toi, pour toi, c'était plus facile de passer? Et pour moi, en fait, mon passeport, c'était ma couleur de peau. Ouais, c'est ça. Et quand tu arrives à ce niveau-là de haine, c'est là que tu dis qu'on a franchi un point de non-retour. Ouais, c'est dans la bêtise humaine. C'est du vrai racisme pur. Pour moi, c'est complètement du racisme. Tu peux pas avoir ce genre de propos. Après, les gens, quand ils ont compris qu'on venait leur donner à manger, et après, ça fait le tour sur les réseaux. Donc ils reconnaissaient les camions, ils nous reconnaissaient, ils nous laissaient passer plus facilement. Mais... De toute façon, vous avez indistinctement ravitaillé des gens, aussi bien des blancs que des Kanaks. Quand tu fais de l'humanitaire, tu fais pas de politique. Bien sûr. Sinon, tu fais pas d'humanitaire. Parce que si tu commences à prendre parti, à ce moment-là, tu distribues à manger qu'à une seule partie de la population. Et c'était pas du tout l'objectif qu'on s'était fixé avec nos amis, mais aussi avec la Provence. Non, mais bien sûr. Et puis, une situation dramatique où les gens ont plus rien à manger. En fait, ils n'osent pas sortir de chez eux, c'est ça, en fait. Il y en avait certains qui ne pouvaient pas sortir. Et puis, certains qui étaient déjà dans des situations précaires financièrement. Donc, ils sont allés au distributeur pour retirer du cash. Et en fait, leur carte, elle s'était fait avaler. Donc, ils n'avaient plus de moyens de paiement, ils n'avaient plus de quoi manger. C'était très, très compliqué. Et c'est vrai que c'était des moments, c'est 72 premières heures où on a commencé à être sur les routes. On a eu des coups de hache. On s'est fait prendre entre des coups de fusil aussi. Entre des tribus qui tiraient sur les gendarmes et les gendarmes qui changeaient les tirs. Donc on a été obligé de faire demi-tour sur l'autoroute, rouler à sens inverse. Et les gendarmes, les forces de l'ordre qui essayaient de remettre de l'ordre, ce qui est légitime, elles ont pu vous aider un peu quand même ou à passer Alors en fait, elles étaient débordées. Il ne faut pas se leurrer. Quand tu fais des manifestations où tu mobilises entre 10 et 20 000 personnes et que tu les fais descendre dans une capitale et que tu mets le feu et que ces gens sont là, présents,
les forces de l'ordre en place, elles ne pouvaient pas... Complètement dépassé. Et puis en plus, à ce moment-là, il y avait très peu d'effectifs qui étaient arrivés de métropole. Il y avait un effectif. Les renforts étaient faibles, quoi. Et puis ça a mis du temps à venir, mais on a trouvé quand même le temps assez loin. C'est l'armée, en fait, qui a un peu donné un coup de main. Alors l'armée est venue parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, mais les forces de police gardaient des lieux stratégiques comme par exemple le stockage de pétrole ici, à l'aéroport. Et une fois que l'armée, qu'on a eu déclaré l'état d'urgence, l'armée a pu prendre en fait position sur ces points stratégiques. Ah oui, alors elle a remplacé la police. C'est ça. Oui. Donc déjà ça nous a donné un bol d'air comme bien sûr. Sécurité. Et là, alors où on parle, il y a plus de barrages directement sur les routes, mais il y a encore des tentatives de... Alors non, il y a plein trop de barrages, des tentatives, je pense que les gens n'osent plus. Après, je pense que les gens qui étaient là, qui ont mis ces personnes-là sur la route pour faire des barrages, aujourd'hui on les entend plus, donc les gens se mobilisent moins. On le voit. Oui. Donc maintenant l'objectif, c'est comme tu l'as vu, c'est de reconstruire. Bien sûr. Je pense et le problème, c'est que reconstruire, parce que c'est quand même quasiment des scènes de guerre que les Calédoniens ont subi. Oui. Reconstruire, ça ne peut se faire de manière efficace et rapide que s'il y a un minimum de stabilité en perspective. Et je pense que c'est ça le problème aussi aujourd'hui, c'est que le fait que le déchet du corps électoral ne soit pas réglé, que même s'il y a eu les 3 votes successifs, il n'y a toujours pas de réforme institutionnelle, du coup, je pense que ça crée aussi une paralysie des investisseurs, l'instabilité politique et juridique aboutit à l'instabilité économique. Ah oui, mais totalement. Là, aujourd'hui, si je fais une comparaison, depuis le 13 mai, ils nous ont mis en coma. Donc, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la France injecte de l'argent, mais de manière pas non plus de façon énorme, mais on est sous assistance respiratoire. Donc aujourd'hui, sans un accord politique pour sortir de cette crise, on va avoir une vraie problématique pour reconstruire, sauf que on est dans l'urgence parce que le système économique il va pas tenir trop. Bien sûr. Donc là on va vraiment déjà avoir besoin des assurances parce que je sais que les assurances aujourd'hui c'est compliqué pour régler les dossiers. Je vois, on travaille un peu nous aussi dans la démolition et quand on fait un devis au moment où il est validé et au moment où l'assurance après valide et choisit le prestataire, il peut s'écouler plusieurs mois. C'est ça. Sauf qu'en attendant, le propriétaire de l'entreprise, il faut qu'il fasse tourner, il puise sur sa trésorerie pour pas perdre tous ses salariés en fait. Bien sûr. Ouais, puis il y a tous les particuliers qui ont eu des dommages. Il y a bien sûr les entreprises, il y en a qui ont mis la pied sous la porte, c'est terrible, mais puis il y a tous les particuliers, ça c'est terrible parce que celui qui se fait voler sa voiture, le temps qu'il soit remboursé, puis même s'il est remboursé de la valeur de la voiture, ça ne lui règle pas le problème, après il faut en racheter une, c'est l'effet domino. Bien sûr. Donc c'est vrai que si on n'a pas une aide massive financièrement, ça va être compliqué de reconstruire. Puis c'est un peu la tendance qu'a souvent l'État, c'est-à-dire on injecte de l'argent pour dans l'urgence, mais on ne crée pas les conditions de la prospérité économique et de manière pérenne. Oui. Et en fait, c'est ça qui est terrible. La Nouvelle-Calédonie, ça a été un territoire extraordinairement prospère, quand même, qui a un potentiel énorme. Clairement, Et là, aujourd'hui, parce qu'en fait, on a laissé les indépendantistes déborder totalement à la fois les pouvoirs publics, mais même tout simplement la population, puisque ça s'est exprimé par référendum. Quand on voit que les accords de Nouméa ont été quand même construits sur la base des revendications des indépendantistes, on leur a beaucoup donné à ce moment-là. Ils ont obtenu énormément. Les 3 référendums étaient convenus quand même. Oui. Et les 3 référendums disent on va rester dans la France. Et du coup, c'est un peu comme le gamin qui renverse la table quand il veut. Oui, c'est totalement ça. Quand il sent qu'il va perdre la partie. Après, je pense qu'il y a aussi un gros jeu de manipulation parce qu'ils ont joué sur les mots de l'accord de Nouméa. Où ils ont. En fait, si on prend l'accord de Nouméa et qu'on le lit correctement, c'est un processus de décolonisation. Sauf que quand tu regardes aussi les articles de l'ONU, tu as 3 possibilités de décoloniser. Et pour moi, aujourd'hui, il y a eu des audits là-dessus, la Nouvelle-Calédonie est déjà décolonisée. On a eu les projets 400 cadres pour que la communauté kanak puisse aussi avoir des diplômes, avoir accès au pouvoir. C'est pour ça qu'on a les 3 provinces. Aujourd'hui, en fait, ils ont tellement promis au peuple que la sortie de l'accord de Nouméa
c'était obligatoirement l'indépendance, qu'en fait, les gens, maintenant, ils sont ancrés là-dedans. Et tant qu'ils n'auront pas l'indépendance, ils vont aller jusqu'au bout. Et puis, cette indépendance qu'ils revendiquent, c'est quand même aussi un énorme mensonge, y compris à l'égard des Kanaks, parce que, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, ils disent finalement, pour pouvoir vivre selon nos coutumes, sur notre terre, on doit être totalement indépendant, mais en fait, c'est le contraire. Genre aujourd'hui, la France permet aux Kanaks de vivre exactement comme ils le souhaitent sur leur terre, alors que si demain la France s'en va, ce ne sera pas l'indépendance, ce sera juste la Chine qui fera une prédation directe sur la Nouvelle-Calédonie et qui risque de traiter les Kanaks, s'ils ne sont pas contents, comme des Ouïghours. Enfin, c'est quand même... C'est ça, parce que quand on voit les tribus, moi j'avais été à Goro l'année dernière et tout ça, bon, la Chine arrive là-dedans, ils vont raser les tribus, ils vont mettre tout le monde dans les usines pour faire du nickel à haute dose. Bon, et c'est quoi la perspective pour les Kanaks en fait, ils n'auraient pas d'indépendance. C'est un mensonge, cette histoire d'indépendance. Après, tu as aussi la culture kanak est basée vraiment sur l'aspect communautaire. Donc, quand on leur dit il faut que tu votes pour un tel ou il faut que tu votes pour un projet, les gens, ils votent par rapport à leur communauté, donc ils ne se posent pas toutes ces questions. Ouais, je comprends. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué quand tu viens avec ces arguments que moi je comprends, il n'y a pas de souci. Mais quand tu expliques ça à quelqu'un qui a grandi dans cette technologie, pour lui en sortir... Et puis il est pris en main, en fait, c'est ça. Ah oui, il est pris en main depuis tout petit. Oui, donc... On a vu, 2-3 semaines après les émeutes, ils ne pouvaient plus manifester. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les enfants de 5, 6, 10 ans, sont partis dans la rue avec le drapeau kanaki en criant à bas la France. Ouais. Donc déjà, si à partir de 5 ans, 6 ans, tu commences à avoir ces éléments de langage-là, comment tu veux construire après un pays inclusif en fait, et pas exclusif? Bien sûr, et puis mais tout ça est un énorme mensonge. Oui, mais carrément. Et le résultat, il est là.